Anne était assise dans la cuisine, remuant distraitement son café, lorsque la voix forte de sa belle-mère retentit depuis le salon. La télévision fonctionnait à plein volume. Lucille adorait regarder les informations, pour ensuite passer la journée entière à discuter des échecs des autres, au téléphone avec ses amis. « Serge, Serge, viens ici immédiatement !» Ce cri perçant fit sursauter Anne. Son mari, qui venait tout juste de sortir de la douche, enfila un peignoir à la hâte, et se précipita vers sa mère. Anne resta dans la cuisine, mais la porte était entr'ouverte, et elle entendait involontairement chaque mot. « Regarde, regarde !» Lucille était visiblement agitée. « L'entreprise Lefebvre. Ce sont bien les parents de ta femme. Ils ont des problèmes avec le fisc, il y a des fraudes, et leur entreprise s'effondre. » Anne se figea, la tasse entre les mains. Ses parents? Des problèmes avec leur entreprise? Elle posa son café sur la table, et sortit rapidement son téléphone. Aucun appel manqué de sa mère ou de son père. C'était étrange. D'habitude, il la tenait toujours au courant des affaires importantes. « Maman, mais ce ne sont que les informations », se fit entendre la voix hésitante de Serge. « Peut-être que tout cela est exagéré. » Exagéré? La voix de sa belle-mère devint dure et froide. « J'ai toujours dit que cette fille ne t'avait épousé, que parce que tu as un bon poste. Et maintenant, alors que ses parents sont ruinés, elle va devenir un véritable boulet. » Anne sentit son cœur se serrer. 3 ans de mariage. 3 ans, pendant lesquels elle avait essayé de plaire à cette femme, supportant ses piques et ses remarques, alors que cette dernière, pendant tout ce temps, la considérait comme une profiteuse. « Maman, ne parle pas comme ça », protesta faiblement Serge. « Anne est une bonne épouse. » Elle quoi, la coupa Lucille. Elle ne t'a même pas donné d'enfant. Elle reste à la maison, elle ne fait rien, elle ne fait que dépenser ton argent. Et maintenant, en plus, ses parents sont ruinés. Anne serra les poings. Elle ne travaillait pas depuis 1 an, uniquement parce que sa belle-mère avait insisté, affirmant que la femme du directeur d'une grande succursale ne devait pas traîner dans des bureaux d'employés. Quant aux enfants, Serge et elle en prévoyaient, ils prenaient simplement leur temps. « Mets-la à la porte », ordonna Lucille d'un ton autoritaire. « Immédiatement. Pourquoi aurions-nous besoin d'une mendiante? Rassemble ses affaires tout de suite, et mets-la dehors. Je ne permettrai pas qu'une pique-assiette vive à nos crochets. » Anne n'en croyait pas ses oreilles. Elle s'attendait à ce que son mari proteste, qu'il la défende, et qu'il dise à sa mère que c'était absurde. Mais au lieu de cela, un silence pesant s'installa. Puis, elle entendit les pas lourds de Serge. La porte s'ouvrit à la volée. Son mari ne la regarda même pas dans les yeux. « Fais tes valises », marmonna-t-il, en passant devant elle pour aller dans la chambre. « Quoi ?» Anne bondit, refusant de croire ce qui se passait. « Serge, tu es sérieux ? » « Ma mère a raison, » dit-il, en évitant son regard. « Tes parents sont ruinés. Tu n'as pas de travail. Nous n'avons pas besoin de ça. » « Nous ?» La voix d'Anne tremblait d'indignation et de douleur. « Ou plutôt ta mère ? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ? » Serge garda le silence, pliant méthodiquement les vêtements de sa femme dans la valise. Ses mains tremblaient, mais il continuait. Lucille se tenait dans l'encadrement de la porte, un sourire triomphant sur le visage. « Enfin, mon fils a fait preuve de caractère, » fit-elle remarquer avec sarcasme. « Dépêche-toi, ne traîne pas. J'ai déjà repéré une gentille fille pour Serge, la fille d'une de mes amies, issue d'une très bonne famille. » Voilà donc de quoi il s'agissait. Lucille attendait simplement la bonne occasion. Anne regarda son mari, qui ne levait toujours pas les yeux vers elle. « Serge, » dit-elle doucement, « es-tu vraiment prêt à détruire notre famille, juste à cause d'une information non vérifiée ? » « Ils ont tout dit là-bas, » marmonna-t-il, en fourrant les produits de beauté de sa femme dans un sac. « Le fisc, les contrôles, les dettes. Et tu n'as même pas essayé de connaître la vérité ? Tu n'as pas rappelé mes parents, tu ne m'as rien demandé. » Il garda le silence. 20 minutes plus tard,
2 valises et plusieurs sacs se trouvaient près de la porte. C'était tout ce que Serge avait réussi à sortir du placard, à la hâte. Anne se tenait au milieu de ses bagages, incapable de croire que cela se produisait réellement. La porte de l'appartement claqua juste devant son nez, et elle entendit le verrou se fermer. Ses mains tremblaient, lorsqu'elle composa le numéro de sa mère. Les sonneries lui parurent interminables. « Anne, mon rayon de soleil !» La voix de sa mère était enjouée et dynamique. « Comment ça va, maman ?» Anne déglutit, la gorge nouée. « C'est vrai pour l'entreprise, pour les problèmes ?» « Quoi ?» Sa mère était visiblement surprise. « De quoi parles-tu ?» « Ils ont montré à la télévision que vous aviez des problèmes avec le fisc et que l'entreprise s'effondrait. » Sa mère se mit à rire, sincèrement, de bon cœur. « Ma chérie, c'est n'importe quoi. Oui, il y a eu un petit contrôle, tout à fait habituel, mais tout va bien. D'ailleurs, nous venons tout juste de conclure un accord très avantageux. » « Où as-tu entendu ça ?» Anne ferma les yeux. Tout cela n'était donc qu'un mensonge, une exagération, ou la mauvaise blague de quelqu'un. « Maman, je peux venir chez vous ?» Sa voix vacilla. « J'ai quelque chose à vous raconter. » 1 heure plus tard, Anne se trouvait déjà dans la villa de ses parents. Son père ouvrit la porte, et son visage devint immédiatement sérieux, lorsqu'il vit sa fille avec les yeux rougis et une montagne de bagages. Que s'est-il passé ? Il la prit dans ses bras, et Anne s'autorisa enfin à fondre en larmes. Autour d'une tasse de thé, elle raconta tout, les informations, sa belle-mère, et la façon dont son mari l'avait mise à la porte, sans la moindre discussion. Sa mère écoutait, et à chaque mot, son visage se durcissait un peu plus. Cela signifie qu'ils ont pensé que nous étions ruinés, et qu'ils se sont immédiatement débarrassés de toi. Le père serra les poings. Sans poser la moindre question, sans essayer de découvrir la vérité. Lucille disait que j'étais une profiteuse, Anne essuya ses larmes, que je n'avais épousé Serge que pour l'argent. Quelle insolence! La mère se leva, et commença à faire les 100 pas dans le salon. C'est elle-même qui se vantait toujours devant ses amis, disant que son fils avait épousé la fille de la famille Lefebvre. Je me souviens comment, au mariage, elle racontait à tout le monde le réseau de contacts que nous avions. Le père regarda sa fille, d'un air pensif. « Anne, sais-tu qui finance l'entreprise où travaille Serge ?» Anne secoua la tête, confuse. « C'est nous, » dit simplement son père. « Notre groupe est l'investisseur principal. » Et malgré cela, sa mère avait osé la traiter de parasite. « Je savais que vous collaboriez, mais j'ignorais que sans vous, cette succursale ne survivrait pas, papa, » articula lentement Anne. « Que se passera-t-il, si vous retirez vos investissements ?» Son père eut un sourire en coin, mais il n'y avait aucune joie dans ses yeux. « Sans notre argent, c'est précisément la succursale de Serge qui ne tiendra pas un mois. L'entreprise globale survivra, mais son poste à lui disparaîtra. »« Alors, fais-le, » déclara fermement la mère. « Qu'il découvre ce que ça fait, de se retrouver avec rien du tout. » Anne garda le silence. Une part d'elle voulait se venger, mais une autre part se souvenait encore de l'amour qu'elle portait à Serge, et de sa foi en leur mariage. « Attends, maman, » demanda-t-elle doucement. « Voyons ce qui va se passer ensuite. » Ce qui arriva ensuite, personne ne s'y attendait. Le lendemain matin, alors qu'Anne dormait encore dans son ancienne chambre, elle fut réveillée par un coup de sonnette. Puis un autre, et encore un autre, insistant et exigeant. Elle descendit, et aperçut sur l'écran de l'interphone 2 silhouettes familières. Serge et Lucille se tenaient devant le portail de la villa. Sa belle-mère disait quelque chose en gesticulant, tandis que son mari avait l'air pâle et perdu. « N'ouvre pas », son père posa une main sur son épaule. « Voyons ce qu'ils veulent. » Il activa le son de l'interphone. « Ouvrez immédiatement. Nous devons parler. C'est urgent. Famille Lefebvre, je sais que vous êtes à la maison. » Anne se tenait près de la fenêtre du premier étage, observant son mari et sa belle-mère, qui piétinaient nerveusement devant le portail d'entrée. Lucille appuyait continuellement sur le bouton de l'interphone,
et Serge tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant probablement de la joindre. « Ma chérie, » dit doucement son père, en s'approchant d'elle par derrière, « nous pouvons tout simplement refuser de les faire entrer. La sécurité les fera partir, si tu le demandes. » Anne se retourna lentement. Son père semblait calme, mais elle le connaissait assez bien, pour distinguer la colère froide qui brillait dans ses yeux. Victor Lefebvre ne pardonnait jamais à ceux qui faisaient du mal à sa fille. « Non, papa, » répondit-elle à voix basse. « Je veux les regarder dans les yeux. Je veux entendre ce qu'ils ont à dire. » Sa mère entra dans la pièce, avec une tasse de tisane. « Ils sont là depuis 20 minutes, » fit remarquer Hélène, en tendant la tasse à sa fille. Lucille a complètement perdu la tête, elle crie que c'est une urgence. Les voisins commencent déjà à regarder par la fenêtre. « Laisse-la crier, » prononça froidement Anne, en prenant une gorgée. « Hier, elle n'a ressenti aucune honte à me jeter sur le palier. Qu'elle attende maintenant devant le portail des autres. » Son père hocha la tête avec approbation. « C'est juste. Mais je pense tout de même que nous devrions les écouter, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent définitivement à qui ils ont affaire. » Anne finit son thé, et acquiesça d'un air résolu. Elle se changea pour mettre une élégante robe beige, se coiffa, et se maquilla. Quand elle descendit, ses parents l'attendaient déjà dans le hall. Sa mère était également impeccable, un tailleur strict, les cheveux attachés, et une expression glaciale sur le visage. Son père portait un costume d'affaires, comme s'il s'apprêtait à mener des négociations importantes. « Tu es prête ?» demanda-t-il. « Je suis prête », répondit fermement Anne. Victor fit un signe de tête au vigile, et ce dernier appuya sur le bouton, ouvrant le portail. Quelques secondes plus tard, Serge et Lucille couraient déjà sur l'allée, en direction de la maison. Sa belle-mère était ébouriffée, son maquillage coulait, ses cheveux étaient en désordre, et une expression de panique mal dissimulée figeait son visage. Serge était livide, avec de larges cernes sous les yeux. Il fit irruption sous le porche, et Lucille ouvrit la bouche la première. « Enfin ! Nous sommes là depuis une demi-heure. » 40 minutes, corrigea froidement Victor. J'ai chronométré. Lucille se tut, déconcertée, ne sachant visiblement pas quoi dire pour la première fois. Serge fit un pas en avant, tendant les mains vers Anne. « Anne, ma chérie, tout cela est un affreux malentendu. Je ne voulais pas. C'est ma mère qui a insisté. Je... » « Tais-toi », le coupa soudainement Lucille, d'un ton brusque. Et Anne vit briller, dans les yeux de sa belle-mère, une peur véritable. « Monsieur Lefebvre, Madame Lefebvre, nous sommes venus pour nous excuser. Hier, il y a eu une erreur regrettable. » « Une erreur », répéta Anne, et sa voix résonna comme de la glace. « Vous appelez ça une erreur, la façon dont on m'a jetée à la rue avec mes valises ? Petite Anne, mon rayon de soleil. » Lucille tenta d'afficher un sourire chaleureux, mais le résultat fut pathétique. « Mais nous ne savions pas que ces informations étaient fausses. Nous pensions que tes parents avaient vraiment des problèmes, et vous avez décidé de vous débarrasser de moi, comme d'un fardeau inutile, » termina Anne à sa place. Sans même chercher à savoir si c'était vrai, sans même m'accorder la possibilité de m'expliquer. Serge pâlit encore plus. « Anne, pardonne-moi, j'ai eu tort. Je me suis laissé influencer par les mots de ma mère, et je n'ai pas réfléchi. S'il te plaît, rentre à la maison. Je serai meilleure, je le promets. » « À la maison ?» Anne eut un rire amer. « Chez toi. Après que tu as rassemblé mes affaires pour les jeter dehors, sans même daigner me parler ? Après que ta mère m'a traitée de mendiante et de profiteuse ? » Lucille tressaillit, et se mit à parler rapidement. « J'avais tort. Je me suis emportée, j'ai dit des mots de trop. Anne, ma fille, pardonne à une vieille femme. À qui cela n'arrive-t-il pas ? » « À moi, cela n'arrive pas, » déclara froidement Hélène. « Je n'ai jamais jeté personne à la rue, en me basant sur des informations non vérifiées. »« Nous allons réparer ça, » cria presque Serge. « Anne, je t'aime. Nous allons nous remarier,
organiser une grande fête. Tais-toi, idiot, siffla Lucille, et le masque de la belle-mère bienveillante tomba définitivement. Elle se tourna vers Victor, et dans ses yeux, flottait une supplication évidente. Monsieur Lefebvre, parlons comme des adultes. Oui, nous avons fait une erreur, oui, nous nous sommes mal comportés, mais tout peut s'arranger. Vous n'allez tout de même pas détruire la carrière de mon fils, pour une simple dispute de ménage? Une dispute de ménage, répéta Victor, et sa voix devint dangereusement calme. Vous qualifiez l'humiliation de ma fille, de dispute de ménage? Eh bien, après tout, ils sont mari et femme. Il se passe toutes sortes de choses entre eux. Non, trancha Victor. Pas toutes sortes de choses. Il y a des choses qui sont impardonnables. Lucille devint livide. Vous n'allez pas retirer vos investissements, n'est-ce pas? L'entreprise fera faillite. Serge va tout perdre. Qu'avez-vous pensé, hier, demanda Hélène. Lorsque vous jetiez ma fille sur le palier? Nous ne savions pas, hurla presque Lucille. Nous ignorions que vous étiez les investisseurs. Ce n'est pas juste. Un lourd silence s'installa. Anne regardait sa belle-mère, avec un dégoût non dissimulé. Cette dernière ne réalisait même pas ce qu'elle venait tout juste de dire. Pas juste, répéta lentement Victor. C'est-à-dire que, si nous avions réellement fait faillite, il aurait été juste de jeter Anne à la rue? Lucille ouvrit la bouche, mais ne parvint à rien articuler. Elle comprit qu'elle était prise au piège. C'est bien ce que je pensais, acquiesça Victor. Vous n'éprouvez aucun remords pour votre acte. Vous regrettez uniquement les conséquences. Serge se prit la tête entre les mains. Papa, Victor, je vous en prie. J'aime vraiment Anne. J'ai été faible, mais je vais me rattraper. Papa Victor, répéta le père d'Anne, avec un sourire glacial. Tu as perdu le droit de m'appeler ainsi, à l'instant même où tu as poussé ma fille par la porte. Mais on peut tout arranger. Serge se tourna vers Anne, les larmes aux yeux. Anne, dis-leur que tu me pardonnes. Nous nous aimons, n'est-ce pas? Anne le fixa longuement. Cet homme avec qui elle avait vécu pendant 3 ans. Cet homme, qui n'avait pas hésité hier, à balancer ses affaires sur le palier, simplement parce que sa mère le lui avait ordonné. Ce lâche, qui même maintenant, était incapable d'assumer ses responsabilités, préférant se cacher derrière des mots d'amour. Non, Serge, dit-elle doucement. Nous ne nous aimons pas. Peut-être que je t'aimais, moi, mais hier, tu as tué ce sentiment. Tu l'as tué en un seul geste, quand tu as mis mes valises à la porte. Mais tu n'as même pas essayé de me défendre, poursuivit Anne, et pour la première fois, l'émotion perça dans sa voix. Tu n'as même pas essayé de me parler, de comprendre ce qui se passait. Tu as simplement obéi aux ordres de ta petite maman, comme toujours. Serge recula, comme s'il avait reçu une gifle. Je vais changer. Non, Anne secoua la tête. Tu ne changeras pas, car tu ne comprends même pas où est ton erreur. Tu ne regrettes pas de m'avoir trahi. Tu regrettes le fait que cela ait eu des conséquences pour toi. Lucille fit une dernière tentative. Monsieur Lefebvre, réglons cela comme des gens d'affaires. Combien voulez-vous? Je suis prête à compenser le préjudice moral. Fixez un prix. Victor la regarda avec un tel mépris, que Lucille fit involontairement un pas en arrière. Vous pensez que tout s'achète? Demanda-t-il calmement. Vous pensez que la dignité de ma fille a un prix? Eh bien, tout a un prix. Non, trancha-t-il, pas tout. Et vous allez le comprendre dès aujourd'hui. Victor se leva lentement de la table. Ses mouvements étaient calmes et mesurés, mais une telle tension flottait dans l'air, que Lucille recula encore d'un pas. J'ai bâti mon entreprise de zéro, commença-t-il à voix basse, mais chaque mot résonnait dans le silence du salon, comme le coup d'un marteau. Pendant 30 ans, j'ai travaillé 16 heures par jour. Savez-vous ce que j'estime le plus? Serge ouvrit la bouche pour répondre, mais Victor l'arrêta d'un geste.
ni l'argent, ni les relations. L'honneur, la dignité, la loyauté. Il balaya du regard ses invités devenus silencieux. Ma fille vous a épousé il y a 3 ans. Elle vous aimait, Serge, sincèrement. Et vous? Vous l'avez jetée dans les escaliers, comme un déchet, sans même prendre la peine de vérifier l'information. Monsieur Lefebvre, je peux tout expliquer, tenta de commencer Serge, mais sa voix chevrotait. Expliquer? Le père d'Anne ricana. Que allez-vous expliquer, exactement? La façon dont vous avez fourré les affaires de ma fille dans des sacs, ou bien la manière dont votre mère lui a hurlé, qu'elle n'était qu'une mendiante? Lucille devint blême. De toute évidence, elle ne s'attendait pas à ce qu'Anne raconte tous les détails à ses parents. J'étais. Je ne pensais pas. Les informations l'ont dit, bredouilla-t-elle. Les informations. Hélène, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva brusquement. Son visage, d'ordinaire si doux, était déformé par la colère. Vous avez cru à de simples rumeurs, et vous n'avez même pas essayé d'appeler, pour vérifier et connaître la vérité. Vous attendiez juste le bon moment, pour vous débarrasser de ma petite Anne. Anne était assise, les mains serrées sur ses genoux. Des sentiments contradictoires se livraient bataille en elle. Une partie d'elle voulait se jeter dans les bras de ses parents, pour les remercier de la défendre. L'autre partie observait, avec une simple lassitude, la scène qui se déroulait, comme si cela ne lui arrivait pas à elle. C'est faux, s'exclama Lucille, retrouvant enfin sa voix. J'ai toujours bien traité Anne. Maman, tais-toi, la coupa soudainement Serge, d'un ton sec. Tout le monde se tourna vers lui. Il se tenait là, la tête baissée, et ses épaules tremblaient légèrement. Monsieur Lefebvre, je comprends que je n'ai pas le droit de demander pardon, prononça-t-il, sans lever les yeux. J'ai agi lâchement. J'ai pris peur. Ma mère a dit que, si vos affaires allaient mal, cela pourrait se répercuter sur ma carrière. Et vous avez trahi votre femme, pour préserver votre poste, acheva Victor à sa place. Un poste que vous avez d'ailleurs obtenu, précisément grâce à mes recommandations. Serge tressaillit. Mais ma petite Anne vous aimait. Elle m'a demandé de ne pas intervenir, de vous donner une chance. Et je l'ai fait. Mieux encore, je vous ai aidé. Je vous ai recommandé pour le poste de directeur de succursale dans l'entreprise dont mon groupe est le principal investisseur. Je pensais que, si un jeune homme bénéficiait d'une certaine stabilité, et d'un revenu décent, il pourrait subvenir aux besoins de ma fille, et la rendre heureuse. Il se tourna vers lui, et son regard était lourd, tel un verdict. Mais vous ne l'avez pas rendue heureuse. Vous n'avez même pas essayé. Papa, l'appela doucement Anne. Ce n'est pas la peine. Si, ma fille, il le faut. Victor s'approcha d'elle, et posa une main sur son épaule. Tu as supporté pendant 3 ans les reproches de ta belle-mère. Pendant 3 ans, tu as écouté ses insinuations affirmant que tu n'étais pas assez bien, que tu devais être reconnaissante d'avoir été acceptée dans leur famille. Tu as gardé le silence, tu ne t'es pas plainte, tu n'as pas demandé d'aide. Mais je l'ai vu. Ta mère et moi avons vu comment tu changeais, comment la lumière s'éteignait dans tes yeux. Anne sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne se doutait pas que ses parents avaient remarqué tout cela. Nous espérions que Serge retrouverait la raison, poursuivit son père. Qu'il te défendrait, qu'il remettrait sa mère à sa place, et qu'il deviendrait un vrai mari. Mais la journée d'hier a prouvé qui il est réellement. Serge restait debout, incapable de lever les yeux. Son visage était d'une pâleur cadavérique. Monsieur Lefebvre, reprit soudain Lucille, sa voix teintée d'une nuance suppliante. Je comprends votre colère, mais réglons cela en adulte. Serge a vraiment eu tort. Nous avons tous les deux eu tort. Mais pourquoi ruiner la carrière de ce jeune homme? Pourquoi prendre des mesures aussi extrêmes? Des mesures extrêmes, répéta Victor. Et jeter ma fille à la rue, ce n'est pas une mesure extrême? Je suis prêt à tout, pour réparer la situation, s'écria Serge. Monsieur Lefebvre, donnez-moi une chance.
Je serai le meilleur des maris. Je... Arrête. Anne se leva. Sa voix était douce, mais ferme. Serge, sois honnête, si, hier, il s'était avéré que les informations étaient vraies, et que mes parents avaient réellement des problèmes avec leur entreprise, serais-tu debout ici, en ce moment? Un lourd silence s'installa. Serge ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Je ne sais pas, murmura-t-il finalement. C'est bien ce que je pensais, acquiesça Anne. Tu ne le sais pas. Mais moi, je le sais. Tu ne serais pas venu, tu ne te serais même pas souvenu de moi. Tu n'es ici, que parce que tu as eu peur pour ta carrière. Anne, ce n'est pas vrai. Je t'aime. Serge fit un pas vers elle, mais elle recula. Ne fais pas ça, elle secoua la tête. L'amour, ce ne sont pas des mots. L'amour, ce sont des actes. Et tes actes ont prouvé que tu ne m'aimes pas. Peut-être, d'ailleurs, ne m'as-tu jamais aimé. Mais nous sommes mari et femme. La voix de Serge se teinta de désespoir. 3 ans ensemble. 3 ans, répéta Anne. Pendant 3 ans, j'ai essayé d'être une bonne épouse pour toi. Mais hier, j'ai compris une chose, ce n'était pas un mariage. C'était une commodité pour toi. Une épouse pratique, qui ne fait pas de scandale. Pour ta mère, c'était l'occasion de contrôler la vie de quelqu'un d'autre. Et pour moi? Pour moi, c'était une cage. Anne, je t'en prie, commença Serge, mais elle l'interrompit. Je ne reviendrai pas, même si mon père décide de ne pas retirer ses investissements. Même si tu me supplies à genoux. Car j'ai enfin compris, que je mérite mieux que ça. Je mérite quelqu'un, qui m'aimera non pas pour les relations de mes parents, mais simplement pour ce que je suis. Lucille bondit de son fauteuil. Ce sont vos parents, qui vous ont mis ces idées en tête. Ils vous ont monté contre nous. Assez, la coupa brutalement Victor. Vous accusez tout le monde autour de vous, sauf vous-même. Vous avez élevé un fils, qui est incapable de prendre ses propres décisions. Un fils qui trahit sa femme, au premier de vos ordres, et maintenant, vous essayez de rejeter la faute sur nous. Il sortit son téléphone, et composa un numéro. Allô, Grégoire? Oui, c'est Lefebvre. J'ai une proposition commerciale à vous faire. Je souhaite discuter du retrait de nos investissements, dans l'entreprise Bâti Ressources. Oui, en totalité. Pouvons-nous nous rencontrer demain matin? Parfait. Serge pâlit encore plus, si tant est que ce fût possible. Non, je vous en prie, il n'y a pas que moi, des gens y travaillent, murmura-t-il. C'est précisément pour cela, que je vous donne une semaine, déclara Victor en rangeant son téléphone. Une semaine, pour trouver de nouveaux investisseurs. Si vous êtes vraiment un aussi bon directeur que vous le prétendez, vous y parviendrez. Sinon. Eh bien, cela signifiera que vous occupiez ce poste sans le mériter. C'est cruel, murmura Lucille. Cruel? Hélène se plaça aux côtés de son mari. Ce qui est cruel, c'est de jeter une personne à la rue en pleine nuit. Ce qui est cruel, c'est de maltraiter sa belle-fille pendant 3 ans. Quant à cela, ma chère, ça s'appelle la justice. Serge et sa mère se dirigèrent vers la sortie en silence. Près de la porte, Serge se retourna. Anne, je suis vraiment désolée. Elle le regarda longuement. Moi aussi, Serge. Je suis désolée pour ces 3 années perdues. La porte de la villa se referma au nez de Serge et de sa mère, avec un bruit sourd, qui résonna comme une condamnation. Anne se tenait dans le salon, observant par la fenêtre leur silhouette s'éloigner. Serge expliquait quelque chose avec ferveur à sa mère, en agitant les bras, tandis que Lucille tapait furieusement sur son téléphone. Un thé, ma chérie, demanda doucement sa mère, apparaissant avec un plateau. Merci. Anne prit la tasse, mais ses mains tremblaient encore légèrement. Sa mère s'assit près d'elle, passant un bras protecteur autour de ses épaules. Tu as été très courageuse. Je sais à quel point c'est difficile pour toi, en ce moment. C'est étrange,
maman, dit doucement Anne. Je pensais que j'allais pleurer, que je le supplierais de revenir, que la douleur serait insoutenable. Mais au lieu de cela, je ressens un soulagement. Comme si tu avais déposé un sac à dos extrêmement lourd, que tu traînais depuis 3 ans. Parce que tu as enfin vu la vérité, la vraie, sans lunettes roses. Anne acquiesça, sirotant son thé brûlant. Ces dernières 24 heures étaient passées comme dans un brouillard, mais maintenant, alors que l'adrénaline retombait, la véritable image de son mariage commençait à s'éclaircir dans son esprit. Pendant 3 ans, elle s'était efforcée d'être l'épouse idéale, fermant les yeux sur les piques de sa belle-mère, et supportant que son mari prenne le parti de cette dernière, à chaque dispute. Elle se persuadait que c'était temporaire, que Lucille finirait par s'adoucir avec le temps, et que Serge grandirait, pour apprendre à défendre leur famille. Quelle naïveté! Le téléphone d'Anne n'arrêtait pas de sonner et de vibrer, croulant sous les messages. Serge lui écrivait sans interruption. D'abord des excuses, puis des supplications, puis des accusations. Lucille, elle non plus, ne restait pas silencieuse, elle exigeait qu'il cesse cette comédie, et qu'Anne retourne dans sa famille avant qu'il ne soit trop tard. Ne leur réponds pas, conseilla son père, en entrant dans le salon. Laisse-les mariner dans leur propre jus. Au fait, Grégoire vient tout juste de m'appeler. Et que voulait-il, demanda Anne, bien que la réponse fût évidente. Il demandait un rendez-vous, il veut discuter de la poursuite de notre collaboration. Victor eut un petit rire. J'ai fixé la réunion à après-demain. Je pense que, d'ici là, la panique aura atteint son apogée là-bas. Papa, tu as vraiment l'intention de ruiner cette entreprise? Des gens normaux y travaillent, des gens qui ne sont coupables de rien. Son père secoua la tête. Je ne suis pas un monstre, ma petite Anne. L'entreprise restera à flot. Je vais simplement retirer nos investissements de la succursale que dirige Serge. Sans notre soutien? Cette filiale fermera dans un mois, tout au plus. Mais le siège social et les autres départements continueront de fonctionner. Seule la carrière de ton ex-mari en pâtira. Ex-mari, répéta Anne, goûtant cette expression pour la première fois. Ça sonne bizarrement. Mais c'est la réalité, affirma sa mère. Dès demain, nous irons chez l'avocat, pour entamer une procédure de divorce dans les règles. Le reste de la journée se passa dans un calme relatif. Anne rangeait ses affaires. Parmi ses vêtements et ses produits de beauté, elle retrouva des photos de son mariage. Des jeunes mariés souriants. Une belle-mère rayonnante de bonheur, qui à l'époque, faisait encore semblant d'être bienveillante. Comment ai-je pu ne pas voir la fausseté de ces sourires, pensa Anne, en feuilletant l'album. Sur l'une des photos, Lucille lui tenait les épaules, mais Anne remarquait maintenant, que les doigts de sa belle-mère se serraient beaucoup trop fort, s'enfonçant presque dans sa peau. Sur une autre, Serge ne regardait pas la mariée, mais fixait un point au loin, là où se tenait sa mère, comme s'il attendait son approbation. Les signes avaient toujours été là. Elle refusait simplement de les voir. Dans la soirée, Marine, la meilleure amie d'Anne, l'appela. J'ai tout entendu, lâcha-t-elle en guise de salutation. Anne, c'est un véritable cauchemar. Comment vas-tu? Où es-tu? As-tu besoin d'aide? Je suis chez mes parents. Tout va bien, la rassura Anne. Tout va bien? Tu as été chassée de ta propre maison. De sa maison, corrigea Anne. Je comprends maintenant, que cet endroit n'a jamais été chez moi. Tu sais, Marine, je me souviens de la fois, où je voulais déplacer les meubles dans la chambre. Lucille a fait un scandale, en disant que tout était disposé ainsi depuis l'époque de mon défunt beau-père, et qu'il ne fallait rien toucher. Serge, bien sûr, a pris son parti. J'ai toujours dit que c'était un fils à maman. Tu le disais, concéda Anne, et moi, je ne t'écoutais pas. Je pensais que l'amour changerait tout. Et maintenant? Maintenant, c'est le divorce, et une nouvelle vie. Marine garda le silence un instant, puis dit d'une voix plus douce. Tu sais, je suis fière de toi. Beaucoup seraient retournés là-bas, se seraient excusés, auraient supplié. Mais toi, tu gardes ta dignité.
Après cette conversation avec son amie, Anne sentit un regain d'énergie. Oui, ça faisait mal. Oui, elle avait perdu 3 années de sa vie pour rien. Mais elle ne s'était pas brisée, elle ne s'était pas humiliée, et elle n'était pas allée mendier l'amour de ceux qui ne le méritaient pas. Le lendemain matin, elle et sa mère se rendirent chez l'avocat de la famille Lefebvre. Maître Pierre écouta attentivement l'histoire d'Anne. C'est un cas classique, soupira Théil. Malheureusement, il y a beaucoup de mariages de ce genre de nos jours. Dites-moi, avez-vous signé un contrat de mariage? Non, Anne secoua la tête. Lucille disait que c'était indécent, qu'un contrat de mariage était un signe de méfiance. J'avais accepté à l'époque. Cela signifie que vous êtes sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage sera divisé en 2. Mais l'appartement a été acheté avant le mariage, précisa Hélène. Dans ce cas, il reste la propriété exclusive du mari. Cependant, si Anne a investi des fonds pour des rénovations ou des améliorations du logement, elle peut réclamer une compensation. J'ai financé les travaux de la cuisine, se souvint Anne. Avec mon propre argent. J'ai gardé les factures. Parfait. Autre chose? La voiture. Nous l'avons achetée il y a 1 an, mais elle est au nom de Serge. C'est un bien commun acquis pendant le mariage. Vous pouvez prétendre à la moitié de sa valeur. Maître Pierre prit des notes dans son carnet. Des placements, des objets de valeur? Serge a un petit compte épargne à la banque, d'environ 50 000 €. La moitié vous revient. Quant à la procédure de divorce, en l'absence d'enfants mineurs et avec le consentement des 2 parties, cela peut être réglé en 1 mois. Si votre mari s'y oppose et va au tribunal, cela prendra plus de temps. Il ne s'y opposera pas, déclara Anne avec assurance. Pour le moment, il est prêt à tout, pour que je revienne. Mais dès qu'il comprendra que c'est impossible, il acceptera le divorce. Alors, commençons à préparer les documents. L'avocat lui tendit un dossier. Voici des modèles de requête, et la liste des pièces justificatives nécessaires. Je vous recommande d'agir rapidement, avant que les émotions ne prennent le dessus, et que votre mari ne commence à dissimuler ses actifs. En sortant du cabinet de l'avocat, Anne ressentait un étrange mélange de soulagement et de tristesse. L'officialisation du divorce rendait les choses définitives et irrévocables, mais c'était la bonne décision à prendre. « Maman, allons au centre commercial », proposa Anne, se surprenant elle-même. « J'ai envie de m'acheter de nouvelles choses, de nouveaux vêtements, de nouveaux produits de beauté. Je veux repartir à 0. » Hélène sourit, « C'est une excellente idée, ma chérie. » Elles passèrent plusieurs heures dans les boutiques. Anne essayait des robes aux couleurs vives, que Lucille jugeait toujours vulgaires. Elle enfila des chaussures à hauts talons, que sa belle-mère qualifiait d'inconfortables, et choisit des teintes de rouge à lèvres audacieuses, devant lesquelles l'autre femme grimaçait. Pendant 3 ans, Anne s'était pliée au goût des autres, oubliant les siens. Il était maintenant temps de se rappeler qui elle était vraiment. Dans la cabine d'essayage, en regardant son reflet dans une robe émeraude, Anne se mit soudainement à sourire. C'était la première fois depuis des jours, un sourire sincère, large, venant du fond du cœur. « Je la prends », annonça-t-elle à la vendeuse. Le soir, de retour à la villa avec de nombreux sacs d'achat, Anne trouva son père dans son bureau. Il était assis derrière un bureau massif, étudiant divers documents. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, en posant ses papiers. « Très productive. Nous sommes allés chez l'avocat, pour lancer la procédure de divorce, puis maman et moi avons fait du shopping. » Bravo. Victor hocha la tête avec approbation. À ce propos, Serge m'a appelé aujourd'hui, pour demander un rendez-vous. Et que lui as-tu répondu? Qu'il n'y avait aucune raison de se voir. Que nous réglerions toutes les questions d'affaires par l'intermédiaire de nos avocats, et lors de la réunion officielle d'après-demain. Est-ce qu'il a parlé de moi? Il jurait qu'il t'aimait, qu'il allait tout réparer, que c'était une erreur. Son père marqua une pause. Anne, je ne veux pas te mettre la pression. Si tu crois vraiment qu'il va changer. Non,
Papa, le coupa fermement Anne. Je n'y crois plus. Il a montré son vrai visage. Quand il a dû choisir entre moi et sa mère, il l'a choisi, elle. Quand il a dû choisir entre l'amour et l'argent, il a choisi l'argent. Ce n'est pas une simple erreur, c'est sa véritable nature. Un coup de sonnette à la porte interrompit leur conversation. Hélène regarda son mari avec surprise. Tu attends quelqu'un? Non. Victor fronça les sourcils, et fit un signe de tête au vigile posté à l'entrée du salon. Une minute plus tard, le vigile revint avec un air perplexe. Monsieur Lefebvre, il y a une femme à la porte. Elle s'est présentée sous le nom de Lucille Dubois. Elle affirme devoir vous parler de toute urgence, seule, sans son fils. Anne se leva brusquement. Son visage venait de pâlir. Sa belle-mère, seule? Que voulait-elle? Voilà qui est intéressant. Son père se leva, en redressant les épaules. Laissez-la entrer. Voyons ce qu'elle a à dire, maintenant que son fils à maman n'est plus à ses côtés. Papa, je ne suis pas sûre. Anne, il posa une main sur l'épaule de sa fille. Tu as le droit de savoir ce qui se passe. Mais si c'est trop dur pour toi, tu peux monter à l'étage. Anne serra les poings. Non, je vais rester. Je veux la regarder à nouveau dans les yeux. Lucille entra dans le salon, et elle n'avait plus rien à voir avec la femme qu'Anne avait l'habitude de côtoyer. Monsieur Lefebvre. Elle tenta d'esquisser un sourire, mais l'effet fut pitoyable. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Je n'ai pas accepté, répondit-il froidement. Je suis simplement curieux de savoir ce que vous avez à dire, après les événements d'hier. Le regard de Lucille glissa vers Anne, mais cette dernière ne détourna pas les yeux. Ce fut la belle-mère qui baissa les yeux la première. Je suis venue pour m'excuser. Et pour m'expliquer. Vous expliquer? Hélène croisa les bras sur sa poitrine. Que comptez-vous expliquer, au juste? Comment vous avez traité ma fille de mendiante, ou comment vous avez forcé votre fils à la jeter à la rue? J'ai eu tort, Lucille déglutit. Mais vous devez comprendre, que j'ai agi avec les meilleures intentions du monde, pour le bien de mon fils. Les meilleures intentions? Anne ne put se retenir, et fit un pas en avant. Vous m'avez chassé de chez moi, en vous basant sur une information télévisée non vérifiée. Vous ne m'avez même pas laissé une chance de m'expliquer. Je pensais, la belle-mère bafouilla. Je pensais que je protégeais Serge de graves problèmes financiers. Si tes parents avaient vraiment été ruinés, tu serais devenu un fardeau. Je ne pouvais pas permettre cela. C'est-à-dire que, pour vous, le mariage est une simple transaction financière? Victor fit lentement le tour de la belle-mère, la rendant encore plus nerveuse. Une position intéressante. Et que voulez-vous aujourd'hui? Hier, vous êtes venu avec votre fils, en nous suppliant de maintenir nos investissements. Aujourd'hui, vous venez seul. Pourquoi? Lucille s'humecta les lèvres. Parce que Serge ne connaît pas toute la vérité. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Anne sentit ses parents se raidir. Continuez, ordonna son père. La femme s'assit sur le bord du canapé, sans attendre d'y être invitée. Je savais que les informations étaient fausses. Quoi? Anne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous le saviez? Pas exactement. Lucille leva une main. Je n'en étais pas certaine, mais je m'en doutais. Une de mes amies travaille dans cette rédaction. Elle m'a appelé la veille, pour me dire qu'un reportage se préparait sur votre entreprise. Je lui ai demandé de chercher des détails. Elle m'a prévenu que l'information n'était pas vérifiée, qu'elle était basée sur des rumeurs, provenant d'une source anonyme. Mais j'ai décidé de saisir cette opportunité. Mon Dieu, murmura Hélène. Vous l'avez fait exprès? Je voulais que Serge se libère enfin. La voix de sa belle-mère devint hystérique. Anne est une gentille fille, mais elle ne convient pas à mon fils. Il pourrait trouver quelqu'un de mieux, issu d'une famille plus influente. Quelqu'un, qui pourrait véritablement aider sa carrière.
Mais ma famille aidait justement sa carrière. Anne n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Mon père a investi dans son entreprise. Lucille crispa ses mains sur son sac à main. Mais je suis venue proposer un marché. Un marché? Hélène haussa un sourcil, incrédule. Lucille se redressa, et une lueur prédatrice, bien connue d'Anne, apparut dans ses yeux. Je vais avouer publiquement ma faute, je prendrai toute la responsabilité sur moi, et je dirai la vérité à Serge, concernant le fait que j'étais au courant pour les fausses informations. Il sera en colère, il s'éloignera peut-être même de moi pendant un certain temps. Mais en échange, vous ne retirez pas vos investissements. Donnez-lui une chance. Et qu'obtiendrons-nous en retour, demanda froidement Victor. À part le plaisir de vous voir vous repentir publiquement? Je sortirai de leur vie, dit doucement Lucille. De la vie de Serge, et de celle d'Anne, si elle décide de lui donner une seconde chance. Je n'interviendrai plus, je n'appellerai plus, je ne viendrai plus vous rendre visite. Je le libérerai de mon influence. Anne éclata de rire, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. Pensez-vous que cela change quoi que ce soit? Croyez-vous vraiment que j'ai envie de retourner avec un homme qui m'a trahi à la première difficulté? Il t'aime. Sa belle-mère la regarda dans les yeux. Je l'ai bien vu. Il a pleuré toute la nuit, après votre départ. Il a compris ce qu'il a perdu. Il est trop tard. Anne se tourna vers la fenêtre. Il m'a perdu à la minute même, où il a mis mes affaires à la porte. Victor échangea un regard avec sa femme, puis regarda sa fille. Anne, la décision t'appartient. En ce qui concerne les affaires, j'ai déjà pris ma décision, mais si tu souhaites que nous examinions sa proposition. Non, dit fermement Anne, en se retournant. Pas de marché, papa. Fais ce que tu juges bon avec tes investissements. Ce sont tes affaires. Mais en ce qui concerne Serge et moi, c'est terminé. Je ne pardonnerai jamais cette trahison. Lucille devint livide. Mais... Vous pouvez partir, Hélène désigna la porte. Et ne revenez plus jamais. Ni vous, ni votre fils n'êtes les bienvenus ici. La belle-mère se leva lentement. Son visage était déformé par la haine. Vous allez le regretter, siffla-t-elle. Vous allez tous le regretter. Est-ce une menace? Victor fit un pas en avant, et sa voix devint dangereusement calme. Parce que, si c'est une menace, je peux faire bien plus que simplement retirer mes investissements. Je peux m'assurer que votre fils ne trouvera plus jamais d'emploi dans ce secteur. Un seul coup de fil suffira. Lucille déglutit. Tout son courage venait de s'évaporer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors partez, avant que je ne change d'avis à propos de ce coup de fil. Lorsque la porte se referma derrière sa belle-mère, Anne expira profondément, et se laissa tomber dans un fauteuil. Ses mains tremblaient. Elle le savait, murmura-t-elle. Pendant tout ce temps, elle le savait, et elle s'en est servie. Son père s'assit à côté d'elle, en lui prenant la main. Tu as pris la bonne décision, ma fille. Ce genre de personne ne change jamais. Je sais. Anne leva les yeux vers lui. Mais ça fait mal, quand même. 3 années de ma vie. Elles n'ont pas été gâchées, dit doucement sa mère. Tu as appris une leçon très importante. Tu es plus forte maintenant, et tu as toute la vie devant toi. Le téléphone de Victor se mit à sonner. Il regarda l'écran, et fronça les sourcils. C'est le département des relations publiques. Ils ont trouvé la source de la fuite d'informations, pour le journal télévisé. Il répondit à l'appel, et écouta pendant quelques minutes. Ensuite, son visage devint de marbre. C'est compris. Merci. Préparez un rapport complet, et transmettez-en une copie à nos avocats. Il posa son téléphone, et regarda sa fille et sa femme. La source de l'information était un email anonyme, envoyé à la rédaction il y a 3 jours. Nos spécialistes ont retracé l'adresse IP,
Anne retint son souffle. L'email a été envoyé depuis un ordinateur du bureau, dans l'entreprise où travaille Serge. Victor déposa lentement le document imprimé sur la table. Un silence pesant s'installa dans le bureau, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge ancienne, posée sur la cheminée. Anne regardait son père, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Un email contenant de fausses informations avait été expédié depuis les bureaux de l'entreprise de Serge, 3 jours avant que la nouvelle ne soit diffusée à l'antenne. Ça ne peut pas être une coïncidence, déclara doucement Hélène, en s'approchant de son mari. Quelqu'un a préparé le terrain de manière délibérée. Anne sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Le matin même, elle pensait que le pire était déjà arrivé, son mari l'avait trahi, sa belle-mère l'avait humiliée, et sa famille s'était effondrée. Mais voilà que l'histoire devenait encore plus profonde, et bien plus sale. Quelqu'un ne s'était pas contenté de croire à de fausses nouvelles, quelqu'un avait de surcroît créé ces nouvelles. « Papa, dit-elle lentement. Tu penses que c'est Serge ? » Victor ne répondit pas immédiatement. Il prit la feuille, l'examina une fois de plus, puis la reposa sur le bureau. Je n'aime pas lancer des accusations sans preuve, mais l'email est parti des locaux de l'entreprise où il travaille. Seuls les employés de la succursale ont accès aux ordinateurs de travail. Le cercle des suspects est donc très restreint. Mais pourquoi Serge ferait-il une chose pareille ? Anne entendit elle-même à quel point sa question semblait fragile. Son père la regarda avec plus de douceur. Anne, parfois, les gens font des choses ignobles, non pas parce qu'ils ont élaboré un plan complexe. Parfois, ils se croient simplement plus malins que tout le monde, et ils pensent pouvoir tourner la situation à leur avantage. Hélène s'assit près de sa fille. Mais si c'est Lucille qui a fait le coup, elle a très bien pu bénéficier d'un complice, dit Victor. Ou alors, elle a pu demander à Serge d'envoyer cet email, sans lui révéler l'ensemble du plan. Anne ferma les yeux. Elle revoyait le visage de son mari, son regard fuyant, la façon dont il emballait ses affaires en silence. Elle se souvenait de sa manière d'éviter de donner une réponse directe, lorsqu'elle lui demandait pourquoi il n'avait même pas cherché à connaître la vérité. Peut-être n'avait-il pas cherché à connaître la vérité, car il la connaissait déjà. Cette pensée fut la plus douloureuse de toutes. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle à son père. « D'abord, nous allons mener une enquête officielle, sans laisser parler les émotions. Je vais demander aux services de sécurité du groupe et à nos avocats, de réclamer les données internes de l'entreprise. Depuis quel ordinateur l'email a été envoyé, sous quel compte d'utilisateur, et qui était présent dans les bureaux à ce moment-là. Si nécessaire, nous ferons appel à des auditeurs. Et s'il s'avère que c'est Serge ? Victor regarda sa fille droit dans les yeux. Alors, ce ne sera plus une simple querelle familiale. Ce sera un acte de sabotage commercial, de la diffamation, et une tentative d'atteinte à la réputation de notre groupe, par le biais d'une fausse alerte médiatique. Anne resta silencieuse. Le mot « diffamation » sonnait sec et formel, mais derrière lui, se cachait une simple trahison humaine. Quelqu'un avait délibérément attaqué ses parents, des gens qui avaient pourtant aidé Serge, une famille qui ne lui avait jamais voulu de mal. Tard dans la soirée, alors que ses parents s'étaient retirés dans leur chambre, Anne se retrouva seule dans le salon. Son téléphone reposait sur la table. Serge continuait de lui écrire. « Anne, réponds-moi, je vais tout expliquer. Maman m'a dit que tu ne voulais plus jamais me voir. Je t'aime. S'il te plaît, ne laisse pas ton père briser ma carrière. » Anne relut le dernier message à 2 reprises. Il n'y avait pas de « je suis coupable ». Pas de « comment vas-tu » Pas de « qu'est-ce que j'ai fait de notre couple ?» Non, il n'était encore une fois question que de sa carrière. Elle retourna lentement le téléphone, l'écran face contre la table. La matinée débuta avec l'arrivée des avocats et du chef de la sécurité du groupe. 5 personnes se trouvaient réunies dans le bureau de son père, Victor, Hélène, Anne, Maître Pierre, ainsi qu'un homme grand et sec, prénommé Arthur. Ce dernier s'exprimait calmement, sans la moindre émotion. Nous avons vérifié les données techniques.
L'email anonyme a bel et bien été expédié depuis les bureaux de la filiale de Bâti Ressources. L'heure d'envoi est 19h38, il y a 3 jours. À ce moment précis, seuls 4 employés se trouvaient encore dans les locaux. Il posa une liste sur la table, et Anne y vit immédiatement le nom de Serge. Serge Orloff, le directeur de la succursale. Le courriel a été envoyé depuis l'ordinateur invité, situé dans la salle de réunion, poursuivit Arthur. Toutefois, la connexion au service de messagerie a été effectuée via un navigateur, sans aucun compte enregistré. La personne a donc tenté d'effacer ses traces. Cependant, les caméras du couloir montrent clairement qui est entré dans la salle de réunion pendant ce laps de temps. Anne retint son souffle. Arthur ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers eux. Sur l'enregistrement, on voyait le couloir des bureaux, vide et plongé dans la pénombre. Puis, Lucille apparut à l'écran. Anne sentit son souffle se bloquer. La belle-mère regarda autour d'elle, se dirigea rapidement vers la porte de la salle de réunion, et disparut à l'intérieur. 7 minutes plus tard, elle en ressortit en réajustant son sac. Presque aussitôt, Serge sortit du bureau voisin. Il dit quelque chose à sa mère, et celle-ci lui répondit d'un ton sec. Ensuite, ils repartirent ensemble dans le couloir. Avait-elle l'autorisation d'accéder au bureau, demanda Victor. Officiellement, non, répondit Arthur. Mais l'agent de sécurité a confirmé que M. Orloff l'avait personnellement escorté à l'intérieur. Il a déclaré que c'était sa mère, et qu'elle devait l'attendre dans la salle de réunion. Sur la vidéo, Serge faisait entrer sa mère dans les bureaux. Sa mère envoyait ensuite le faux email. Puis, ils repartaient ensemble. Quelques jours plus tard, lorsque la nouvelle fut diffusée, Lucille fit semblant de découvrir le reportage par hasard, et ordonna à son fils de chasser sa femme. Serge était-il au courant, demanda doucement Anne. Arthur marqua une pause. Les images ne permettent pas d'affirmer s'il connaissait ou non le contenu de l'email. Mais il a fait entrer sa mère dans les bureaux en dehors des heures de travail. C'est une violation du règlement. De plus, nous avons trouvé des échanges de SMS entre le vigile et l'administrateur. Serge avait demandé à l'avance de ne pas consigner la visite de sa mère dans le registre, sous prétexte qu'elle ne passerait que 5 minutes. Victor poussa un lourd soupir. Cela signifie qu'il savait qu'il faisait quelque chose de répréhensible. C'est le moins qu'on puisse dire, confirma Arthur. Maître Pierre croisa soigneusement les mains sur la table. D'un point de vue juridique, nous disposons de suffisamment d'éléments pour déposer une plainte contre Madame Dubois, et pour lancer une procédure disciplinaire interne à l'encontre de Serge. La question est de savoir, jusqu'où souhaitez-vous aller dans la fermeté ? Tout le monde regarda Anne. Elle comprit que ses parents attendaient sa décision. Non pas parce qu'ils ignoraient quoi faire, mais parce qu'il s'agissait de sa vie, et de son mariage. C'était sa propre trahison à elle. Anne resta longuement silencieuse. Devant ses yeux, repassait l'image de Lucille, triomphante et bruyante devant la télévision, certaine d'avoir raison. L'image de Serge, rassemblant ses affaires en silence. La porte fermée, le palier, les valises, le cliquetis du verrou. Avec la plus grande fermeté, dit-elle enfin. Mais de manière juste. Pas de vengeance pour le simple plaisir de se venger. Je veux juste que chacun réponde de ses actes. Victor hocha la tête. Ainsi soit-il. À l'heure du déjeuner, Serge savait déjà qu'il était convoqué au siège social. Il arriva pâle, les yeux rougis, vêtu de ce même costume qu'Anne lui avait choisi pour leur anniversaire de mariage. Lorsqu'il entra dans le bureau de Victor et qu'il y vit Anne, l'expression de son visage changea. Anne. Asseyez-vous, monsieur Orloff, dit Victor. Il s'assit, comme si ses jambes ne le portaient plus. Maître Pierre posa devant lui plusieurs documents, ainsi que des captures d'écran imprimées à partir des vidéos de surveillance. Monsieur Orloff, il vous est demandé de fournir une explication écrite. Il y a 3 jours, vous avez fait entrer votre mère dans les locaux de la succursale, après la fin des heures de travail. Elle a utilisé l'ordinateur invité, situé dans la salle de réunion.
Depuis cet ordinateur, un email anonyme a été expédié à la rédaction d'une chaîne de télévision, contenant de fausses informations sur le groupe Lefebvre. Pouvez-vous vous expliquer sur ces faits? Serge regarda les photos. Il tenta d'abord de feindre l'incompréhension, puis la peur, et enfin l'injustice. Mais Anne voyait clair dans son jeu, il reconnaissait les images. Il comprenait parfaitement de quoi il s'agissait. Je ne savais pas qu'elle avait envoyé cet email, murmura-t-il. Mais vous l'avez fait entrer dans les bureaux, lui rappela Victor, et vous avez demandé à la sécurité de ne pas enregistrer sa visite. Serge déglutit. Ma mère m'avait dit qu'elle devait envoyer un document urgent, car Internet ne fonctionnait pas chez elle. Je n'ai pas réfléchi. En général, réfléchissez-vous souvent, demanda doucement Anne. Il tressaillit, et la regarda droit dans les yeux pour la première fois. Anne, je te jure que je ne savais pas ce qu'elle fabriquait. Elle m'a juste dit qu'elle voulait vérifier des informations sur tes parents, et que si c'était vrai, je devais m'y préparer. Te préparer à quoi? Demanda Anne. À me jeter dehors? Serge ferma les yeux. J'étais perdu. Non, Anne secoua la tête. Tu n'étais pas perdu. Tu as fait un choix. D'abord, tu as choisi ta mère, ensuite tu as choisi ta carrière, puis tu as choisi la peur. Mais à aucun moment, tu ne m'as choisi moi. Il serra les poings. Je suis coupable. Je le reconnais. Non, Serge, intervint Victor. Pour l'instant, vous reconnaissez uniquement le fait que vous vous êtes fait prendre. Cette phrase brisa définitivement ses tentatives de garder contenance. Que va-t-il se passer maintenant? Soupira Théil. Maître Pierre répondit d'un ton sec. Une mise en demeure officielle sera envoyée à votre mère, pour diffusion de fausses informations et atteinte à la réputation de l'entreprise. La chaîne de télévision recevra également une demande de démenti. En ce qui vous concerne, l'entreprise va mener une enquête disciplinaire interne. Pendant la durée de cette enquête, vous êtes suspendu de vos fonctions de directeur de la succursale. Serge devint blanc comme un linge. Suspendu? Oui, confirma Victor. Vos accès à la messagerie professionnelle, aux documents financiers et au système de gestion seront bloqués dès aujourd'hui. Un administrateur provisoire prendra la direction de la filiale. C'est la fin de ma carrière. Anne le regarda calmement. Non, Serge, la véritable fin de ta carrière, c'est d'avoir emmené ta mère au bureau en cachette, puis d'avoir jeté ta femme à la rue, en te basant sur un mensonge que ta propre mère avait orchestré. Il baissa la tête. Je peux parler à ma mère. Je vais la forcer à tout avouer. Ce n'est plus nécessaire, répondit Anne. Elle a tout avoué d'elle-même, hier. Elle a même essayé d'échanger ses aveux, contre la garantie que tu gardes ton poste. Serge releva la tête. Pour la première fois, ce n'était ni des remords pitoyables, ni de la peur qui se lisait sur son visage, mais une véritable horreur. Elle a fait quoi? Elle est venue ici, toute seule, expliqua Hélène, et elle nous a proposé un marché. Elle avouait tout, à condition que nous sauvions ta carrière. Serge resta sans voix. Lentement, la réalisation prenait forme dans son esprit. Sa mère ne l'avait pas protégé. Elle avait utilisé son fils, son mariage, son travail et son avenir, comme de simples monnaies d'échange. Non, murmura-t-il. Elle n'a pas pu faire ça. Si, elle l'a fait, trancha Anne. C'est exactement ce qu'elle a fait. Après cela, Serge cessa d'argumenter. Il signa sa notification de suspension, rédigea une brève explication écrite, et sortit du bureau avec l'allure d'un homme qui, en l'espace d'une heure, aurait vieilli de 10 ans. Dès le soir même, la chaîne de télévision diffusa un démenti. Les informations concernant des fraudes fiscales impliquant le groupe Lefebvre ne s'étaient pas confirmées. Le contrôle était une procédure de routine, et aucune irrégularité n'avait été relevée. La rédaction présenta ses excuses pour la publication de ces données non vérifiées. Lucille appelait Serge sans relâche, mais il ne répondait pas. Elle se rendit alors chez lui,
dans cet appartement où, la veille encore, elle se considérait comme la maîtresse du destin des autres. Ce fut Serge qui ouvrit la porte. Anne n'était plus là, et ses affaires non plus. L'appartement semblait étrangement vide, et silencieux. « Mais qu'as-tu fait » hurla Lucille depuis le pas de la porte. « Tu aurais dû tout nier. Ils n'en ont pas le droit. C'est la faute des Lefebvre. Ils veulent nous détruire. » Serge fixa sa mère longuement, avec un regard presque étranger. « C'est toi qui as envoyé cet email. Je voulais te protéger. »« Tu as envoyé cet email » répéta-t-il. Lucille détourna les yeux. « Et alors, quelle différence cela fait-il ? L'important, c'est que cette petite famille. » Maman, il marqua une pause. « Tu as détruit mon mariage. » Ne dis pas une chose pareille. Cette petite effrontée. « Tu as détruit mon mariage, » répéta-t-il, en élevant la voix, « et j'ai eu la faiblesse de te laisser faire. » Lucille se figea. « Serge. Rentre chez toi. » Quoi ? Rentre chez toi, maman. Je ne veux plus te voir. Tu oses chasser ta propre mère ? Serge eut un rire amer. J'ai bien chassé ma propre femme. Aujourd'hui, j'ai enfin compris de qui je devais véritablement protéger ma famille. Ces mots frappèrent Lucille plus durement que n'importe quelle menace des Lefebvre. Elle pâlit, ouvrit la bouche, mais ne trouva aucune phrase susceptible de lui redonner son emprise. Serge ferma la porte. Il ne la claqua pas, il ne cria pas, il la referma, tout simplement. Et pour la première fois depuis des années, il ne l'ouvrit pas de nouveau, dès le premier coup de sonnette de sa mère. L'enquête interne dura 2 semaines. Les découvertes allèrent bien au-delà de ce que Victor lui-même avait imaginé. Serge n'était pas l'organisateur de cette diffusion de fausses nouvelles, mais il avait enfreint le règlement de sécurité. Il avait dissimulé la visite d'une personne non autorisée, il avait permis l'utilisation d'un ordinateur de l'entreprise, et il n'avait pas signalé les agissements suspects de sa mère à la direction. Pour le directeur d'une succursale, c'était amplement suffisant. Il fut démis de ses fonctions. Le motif officiel faisait état d'une perte de confiance de la part de la direction et d'une violation des procédures de sécurité interne. Une mise en demeure fut envoyée à Lucille. Après avoir consulté un avocat, elle comprit très vite qu'une bataille juridique très médiatisée ne jouerait pas en sa faveur. Son ami journaliste confirma qu'elle l'avait bel et bien prévenu de l'absence de vérification de ces informations. La chaîne de télévision refusa de jouer le rôle de bouc émissaire et transmit aux avocats l'intégralité des échanges avec la source anonyme. Lucille fut contrainte de signer une lettre d'excuses officielle et de s'engager formellement à ne plus propager de fausses informations sur la famille Lefebvre. Elle fut également condamnée à rembourser les frais d'avocat, ainsi que les coûts liés aux campagnes de relations publiques destinées à rétablir leur réputation. La somme à payer était douloureuse pour elle, pas au point de la ruiner, mais extrêmement douloureuse. Assez élevée, pour que chaque mois, en effectuant ses virements, elle se rappelle qu'on ne détruit pas la vie des autres, simplement pour son propre confort. Serge tenta de parler à Anne à plusieurs reprises. Il commença par envoyer de longs messages, puis il fit livrer des fleurs, et enfin, il se présenta devant le portail de la villa. Mais la sécurité lui refusa l'accès. Il déposa alors une lettre. Anne hésita longtemps, avant de l'ouvrir. Un soir, après que ses parents furent allés se coucher, elle s'assit près de la fenêtre, et déplia la feuille de papier. « Anne, je ne te demanderai pas de revenir. J'ai compris que j'avais perdu ce droit. Je t'écris seulement pour te dire une chose, pardonne-moi. Non pas de m'être fait attraper, mais d'avoir été un mari faible, tout au long de ces 3 années. Pardonne-moi. D'avoir laissé ma mère te dire des atrocités, de ne pas avoir cherché à connaître la vérité, et d'avoir jeté tes affaires à la porte. Je ne sais pas si je serai un jour capable de devenir un homme meilleur, mais au moins aujourd'hui, je comprends quel genre d'homme j'ai été. Serge. » Anne relut la lettre 2 fois. Il n'y avait pas de larmes, juste une douce tristesse. Non pas pour Serge, mais pour celle qu'elle avait été, cette femme qui, pendant 3 ans,
avait espéré qu'il se tiendrait un jour à ses côtés, plutôt que derrière le dos de sa mère. Elle plia la lettre, et la rangea dans un tiroir. Elle ne répondit jamais. Un mois plus tard, ils se retrouvèrent chez l'avocat. Serge semblait différent, plus de montres luxueuses, plus d'attitude arrogante, et plus de soutien habituel de sa mère, juste derrière lui. Il était venu seul. Il s'assit en face d'Anne, et garda le silence presque tout le long de l'entretien. Maître Pierre étala les documents. C'est un divorce par consentement mutuel. Il n'y a pas d'enfant. Concernant les biens matériels, l'appartement reste la propriété de Monsieur Orloff, puisqu'il a été acquis avant le mariage. La voiture est considérée comme un bien commun, Monsieur Orloff versera donc à Madame Lefebvre la moitié de sa valeur marchande. De plus, Monsieur Orloff s'engage à rembourser les frais liés à la rénovation de la cuisine, justifiés par les factures et les relevés bancaires. Les deux parties confirment n'avoir aucune autre réclamation à formuler. Anne écoutait calmement. Peu de temps auparavant, elle pensait qu'elle ne voulait rien, et qu'elle désirait juste partir. Mais elle comprenait maintenant une chose, la justice n'est pas forcément synonyme de vengeance. Parfois, cela se résume à des documents clairs et précis, rédigés en bonne et due forme. Serge signa le premier. Puis, Anne prit le stylo. Sa signature était nette et assurée. Anne, dit doucement Serge, lorsque l'avocat sortit de la pièce pour faire des photocopies. Puis-je te poser une dernière question ? Elle leva les yeux vers lui. Si je ne t'avais pas mise à la porte ce jour-là, et si nous avions simplement discuté, aurions-nous eu une chance ? Anne réfléchit un instant. Peut-être. Si, pour une fois, tu m'avais choisi par toi-même, et non pas après avoir tout perdu. Il hocha la tête. La réponse était douloureuse, mais elle était sincère. Je comprends. J'espère que tu seras heureuse. Ils quittèrent le cabinet de l'avocat séparément. Dehors, une fine pluie tombait. Serge s'arrêta au pied des marches, comme s'il souhaitait ajouter quelque chose, mais Anne était déjà montée dans la voiture de son père. La portière se referma en douceur, coupant définitivement les ponts avec le passé. 6 mois s'écoulèrent. La vie d'Anne ne se transforma pas immédiatement en un conte de fées. Elle ne se réveilla pas le lendemain matin en nageant dans le bonheur absolu, elle n'oublia pas la douleur, et elle ne devint pas une femme différente du jour au lendemain. Durant les premières semaines, elle se réveillait encore très tôt par habitude, s'attendant à entendre la voix perçante de Lucille. Parfois, elle se surprenait à justifier mentalement le moindre achat, la moindre décision, ou chaque soirée passée à l'extérieur. Mais tout cela finit par s'estomper progressivement. Elle reprit le travail, non pas parce qu'elle ressentait le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce qu'elle en avait elle-même envie. Le groupe de son père lançait un nouveau département, la gestion de l'immobilier de banlieue et des projets d'investissement familiaux. Victor lui proposa de s'essayer dans ce domaine. Non pas en tant que ma fille, précisa-t-il d'emblée, mais en tant que personne en qui j'ai confiance. Tu commenceras comme assistante du chef de projet. Ce sera difficile. Anne sourit. Après avoir survécu à Lucille, plus rien ne me fait peur. Le travail s'avéra en effet exigeant, des tableaux Excel, des prestataires, des réunions, des budgets, des délais et beaucoup de responsabilités. Mais contrairement à son mariage avec Serge, ici, ses efforts étaient remarqués. Quand elle faisait une erreur, on la lui expliquait patiemment. Lorsqu'elle réussissait, on la félicitait. Si elle était fatiguée, personne ne la traitait de bonne à rien. Elle loua un petit appartement dans le centre-ville. Ses parents avaient insisté pour qu'elle reste à la villa, mais Anne avait refusé, car elle avait besoin de son propre espace. Le premier soir, dans son nouvel appartement, elle posa ses cartons au beau milieu du salon, s'assit à même le sol, et mangea une pizza à même la boîte. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle se mit à rire, sans aucune raison particulière. Serge, de son côté, trouva un emploi en tant que simple manager dans une petite entreprise de construction. Il avait plus de travail, et portait plus de responsabilités. Les premiers mois, il vécut seul.
Lucille tenta bien de s'immiscer de nouveau dans sa vie, en lui apportant de la soupe, en l'appelant 10 fois par jour, et en accusant Anne, les Lefebvre, la télévision, le fisc ou les journalistes. Tout le monde y passait, sauf elle-même. Mais Serge n'ouvrait plus jamais sa porte à l'improviste. Un jour, il lui dit très calmement. « Maman, je n'accepterai de te parler que si tu arrêtes de mentionner Anne. Elle t'a ruiné la vie. » « Non, j'ai ruiné mon propre mariage, et tu m'y as grandement aidé. » Lucille se mit à pleurer, mais pour la toute première fois, ses larmes n'eurent aucun effet. Depuis ce jour, ses visites se firent plus rares, et chaque fois qu'elle tentait de relancer son vieux refrain, Serge mettait simplement fin à la conversation. C'était à la fois sa punition, et son opportunité, celle d'apprendre à vivre sans les décisions des autres, et d'assumer pour la première fois, l'entière responsabilité de ses propres choix. Un jour, Anne l'aperçut par hasard dans un grand magasin de bricolage. Elle était en train de choisir du carrelage pour l'un de ses projets, lorsque Serge se tenait au comptoir avec un client, lui expliquant la différence entre deux matériaux. Il avait l'air fatigué, un peu amaigri, et il avait perdu son ancienne arrogance, mais il s'exprimait avec calme et assurance, maîtrisant son sujet. Il ne la remarqua pas tout de suite, et lorsqu'il la vit, il ne s'approcha pas, il lui adressa simplement un petit signe de tête de loin. Anne lui répondit par un signe de tête tout aussi bref, et poursuivit son chemin. Ce simple échange silencieux témoignait de bien plus de maturité que toutes ses promesses passées. Victor Lefebvre n'avait pas retiré tous ses investissements de l'entreprise. Il avait effectivement restreint le financement de la filiale de Serge et exigé un changement complet de l'équipe dirigeante. La succursale n'avait pas fermé, mais elle avait fait l'objet d'un audit approfondi. Plusieurs employés avaient reçu des blâmes, le vigile avait été licencié pour non-respect des règles, et l'administrateur provisoire avait remis de l'ordre en 3 mois. L'entreprise avait survécu, les employés n'avaient pas perdu leur travail, mais Serge, lui, avait perdu une position qui ne reposait pas sur son professionnalisme, mais sur une confiance qu'il avait trahie. Lucille ne se vantait plus de la carrière de son fils auprès de ses amis. Désormais, lorsque la conversation déviait sur lui, elle répondait sèchement, « Il travaille à son compte. » Et dans cette brève phrase, résidait toute sa défaite. Un an plus tard, Anne se tenait sur la terrasse de son nouvel appartement, une tasse de café à la main. La ville s'éveillait doucement. En bas, le bruit des voitures se faisait entendre, des boutiques ouvraient leurs portes ici et là, et les passants se dépêchaient d'aller travailler. Son téléphone vibra, annonçant un message de sa mère. « Ce dimanche, on dîne à la maison. Papa promet de ne pas parler de travail. » Anne sourit, puis reçut un autre message provenant d'un numéro inconnu. « Anne, c'est Lucille. J'ai longuement réfléchi. Je ne vous demande pas pardon, car je sais que vous n'êtes pas obligé de me l'accorder. Je veux juste vous dire que j'avais tort sur toute la ligne. » Anne fixa l'écran pendant un long moment. Autrefois, un tel message aurait fait battre son cœur à tout rompre. Elle aurait été désemparée, elle aurait cherché quoi répondre pour ne pas vexer, pour préserver la paix. Mais aujourd'hui, elle se contenta de fermer la notification. Non pas par cruauté, mais parce que certaines excuses arrivent beaucoup trop tard, pour pouvoir changer quoi que ce soit. Elle but une gorgée de café, et contempla la ville. Jadis, on l'avait jetée sur un palier avec ses valises, car on estimait que, sans l'argent de ses parents, elle ne valait rien. Ils s'étaient trompés. Elle valait bien plus que leur peur, leurs calculs froids, et leurs fausses rumeurs. Elle méritait sa liberté, sa tranquillité d'esprit, et le droit de ne plus jamais avoir à prouver sa valeur à des gens qui mesurent les autres uniquement par intérêt. Et c'était là que résidait la véritable justice. Elle en était ressortie grandie, elle était devenue cette femme qui, s'étant un jour retrouvée devant une porte fermée, avait compris qu'elle ne devrait plus jamais supplier pour qu'on la laisse entrer.